2007, New York. Je suis VP marketing chez Bulgari, la maison de luxe de joaillier italien. Je m'occupe du marketing pour les États-Unis. J'ai une équipe de 13 personnes pour m'occuper dans cette tâche. Les catégories qui m'incombent sont toutes les catégories de la maison. Haute joaillerie, accessoires, horlogerie et parfums. Ce soir, c'est un grand soir. Imaginez ici, la boutique de la 5e avenue a été rénovée. Elle a été fermée pendant de nombreux mois pour une rénovation conséquente. On veut afficher les nouvelles couleurs de la maison, la nouvelle image. Et pour cette rénovation, pour fêter ça, on fait une grande soirée, un événement. Ces événements, ils sont importants puisqu'on invite du monde et l'idée, c'est de faire du buzz et de faire parler les produits, les valeurs, la nouvelle marque, les nouveaux messages de la maison. Alors c'est bon, tout est prêt. Ça a été de longs mois de préparation. Tout est prêt. Donc le staff est briefé, préparé. La décoration est faite. Extérieur, tapis rouge, les vitrines. Tous les détails sont là. À l'intérieur, idem, la décoration, les événements, les animations aussi que l'on va enchaîner. Je vous laisse imaginer le back wall avec les logos de la marque pour ces moments de photos. Ces photos, elles sont critiques, puisque c'est ces photos où on va chercher un moment, un sourire, une complicité, un produit, pour faire chercher le buzz, les réseaux sociaux et les médias. Je vous laisse m'imaginer, je suis habillée bien plus que sur un 31, parce que je ne m'habille pas comme ça pour un 31, donc je suis talonnée, habillée, maquillée, coiffée et naturellement bijoutée bien plus qu'il ne se doit. La soirée commence. On est à l'extérieur, les célébrités arrivent, se font déposer, elles ont les flashs crépitent et c'est ce moment où on donne le go un petit peu du déroulé de l'événement. Et ce moment, il est critique. Si tout commence bien, on peut espérer que tout finisse bien. Si ça commence mal, il va falloir travailler et rattraper tout ça. Alors voilà, ça part, on a des photos, on commence à voir la boutique se remplit. Je peux reculer un petit peu et je peux essayer de reprendre mon souffle. Et je souris et je me gratte la tête. Je me gratte la tête parce que j'ai chopé des poux. Je reviens de vacances et j'étais dans un refuge dans les Alpes et j'ai la tête qui me démange. Et je souris, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes les seuls à savoir ça avec moi. Et forcément, je ne m'en suis pas tellement vantée. Mais ça me fait quand même sourire. Ça me fait sourire parce que je me dis, c'est quand même un vrai contraste de vie entre là d'où je viens et là où j'aime passer mon temps et ce que je suis aussi en train de faire ce soir, qui somme toute est fort agréable. Et ces contrastes et cette tête qui me gratte, c'est un message. C'est un peu comme un flash, quelque chose qui veut me parler, il y a une petite voix intérieure qui veut me dire quelque chose. Alors voilà, je suis originaire des Carreaux d'Arrache, une petite station de ski, c'est pas si petite que ça. Et j'ai fait pas mal de compétitions de ski, petites, comme tout le monde là-bas. Certains disent que ça m'a bien trempé le caractère et que ça a donné le ton un petit peu à ma carrière professionnelle. Ensuite, on est descendu à La Roche, sur Feron, et puis je suis passée par Annecy, puis d'autres campus, et Paris pendant 9 ans, et New York, où j'ai occupé cette fonction. Et puis ensuite, je suis allée avec mari et enfants à Bâle, en Suisse alémanique. Mon ancien boss m'a proposé de m'occuper des accessoires chez Davidoff. Donc voilà, je mets en place un plan à 5 ans. Des résultats tout à fait prometteurs. Et malheureusement, au bout de 4 ans, je me fais licencier. Licenciement économique. Et c'est le choc. Ce n'est pas la première difficulté professionnelle, mais c'est un choc. C'est clairement l'expérience la plus cassante. S'ensuit des moments de douleur, des moments de remise en question de sa fierté, de ses accomplissements, de ses forces, de ses faiblesses, des moments de grande difficulté. Et puis ces moments de grande difficulté laissent la place aussi à du temps pour commencer peut-être un petit peu à faire le point de
tiens, qui je suis, regarder un peu sur le passé, qu'est-ce que j'ai fait. Et puis assez vite, je rencontre ma nouvelle boss dans l'horlogerie, chez Tag Heuer. Et puis on passe un très bon moment ensemble, et puis elle me propose de m'occuper des relations publiques, la communication chez Tag Heuer. Je dis, moi j'ai jamais fait ça. Moi, je sais faire du marketing, tout un tas de marketing, mais la communication, relations publiques, j'ai jamais fait ça. On va dire, c'est pas compliqué, faut juste être smart, et puis je pense que ça va le faire. Donc je fais 6 semaines de chômage et je remets le pied à l'étrier, plus vite que je ne pensais. Alors c'est reparti, on replonge dedans, un peu le monde des paillettes, les événements, les relations, 300 emails par jour. Puis c'est sympa en fait, hein. Je passe des bons moments, mes collègues sont sympas, on rigole, et puis on est flatté quand même dans ce monde-là. On se sent important, ou on nous fait sentir important. Et c'est un petit peu comme le monde de la fête. Sur le coup, c'est quand même sympa. Un peu intoxiquant. Malheureusement, le travail est à 2 heures de route de la maison. Donc c'est assez fatigant. C'est très fatigant, d'autant plus que le rythme est acharné, semaine, week-end, voyage. Donc c'est pas facile. Et puis ce trajet complique aussi un petit peu. Un soir, je quitte le bureau, je monte dans la voiture et je vais pour traverser la petite ville de La Chaux-de-Fonds. Donc ça fait 5 minutes que je suis partie. Il y a une voiture devant moi qui s'arrête en feu rouge. Je m'arrête, je dégaine le téléphone pour vérifier déjà la dizaine d'emails que j'ai reçus. Et je suis absorbée dans la lecture de ces emails. Et je sens devant moi que le rouge passe au vert et que la voiture démarre. Et je garde attentivement mes yeux sur le téléphone et je démarre. Et malheureusement, le feu était encore au rouge et la voiture devant moi était encore arrêtée. Je lui rentre dedans, sans dégâts. Boum, un autre message. Le monde dans lequel je vis ne tourne pas aussi vite que le monde réel. Et là, je me dis qu'il va peut-être falloir réaligner un petit peu ces 2 mondes-là. Alors, ça reprend du temps. Ça ne se passe pas comme ça, du jour au lendemain. Mais quelques temps plus tard, je démissionne. J'avais besoin que ça se passe bien. J'avais besoin que ce soit cordial. Et effectivement, en tout bien, tout honneur, on se sépare et on se comprend. Et mon dernier jour chez Tag Heuer, donc j'avais préparé ma transmission et je remets mes dossiers. Je vais me changer dans les toilettes et je ressors des toilettes avec sac à dos, short et godilles. Et je fais le tour des bureaux en saluant comme la reine d'Angleterre. Vous imaginez, c'est des bureaux en aquarium, comme vous avez là à la cafétéria. Et je fais le tour des bureaux en saluant avec mon équipement. Et j'ai effectivement des grands mots de courage, de flatterie, d'admiration de la part de mes collègues. Et je pars. Je pars en marchant en traversant les franches montagnes du Jura suisse pour rentrer chez moi. Et je me fais la promesse que le monde corporate restera derrière moi. Et donc je reprends du temps. Il faut savoir que ma phrase préférée, juste à ce moment-là, c'était « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je suis trop occupée, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Alors je me dis je vais déjà essayer d'arrêter de dire ce « j'ai pas le temps ». Et du coup, je reprends du temps, c'est-à-dire que y a des choses qui se passent autour de moi. Ouais, tiens, je vais prendre un café. Je pensais connaître cette personne, en fait, je la connais pas si bien. Des gens que je connais pas, je vais les découvrir. Et puis, je me refais plaisir avec des choses qui m'ont toujours plu. Donc, le lundi, plutôt que d'aller au travail avec un nœud au ventre ou pas forcément trop convaincu ou déjà un peu stressé, je pars en train avec une amie puis on va faire des randonnées le lundi, mardi dans les refuges où il y a personne. Je repasse du temps à lire aussi beaucoup, à me renrichir, à me retravailler mon intellectuel aussi. Je repasse du temps à faire la fête, à reprendre un peu de temps de patience aussi avec mes enfants. Je m'endors aussi une fois à 18h30 à table après 10 heures de marche et après une petite bière. Voilà, un petit coup de moins bien. Mais des bons moments comme ça. J'ai dit, tiens, c'est quand même dingue. Dans le monde d'où je viens, tous ces bons petits moments-là, ces moments qui me restent aujourd'hui, ils sont liés à une équation très simple pour moi. Il y en a un, c'est une nature aimée et respectée. Et l'autre côté, c'est une dimension humaine très forte. Je dis, je ne sais pas ce que je vais faire, mais il y a peut-être quelque chose autour de ça.
Alors me voilà avec cette réflexion et cette page blanche. Et là, c'est quand même pas facile. J'ai toujours eu le souhait de devenir entrepreneur, mais je ne sais pas un peu ni où ni comment. Alors, je reprends le temps de réfléchir aussi d'où je viens, entre où je viens, où je veux aller, qui je suis, qui j'étais. Donc je suis petite fille. Pardon. Je suis petite fille de paysan, d'un côté, du temps où la paysannerie rimait avec polyculture et autoconsommation. Et mon grand-père, de l'autre côté, était cordonnier. Donc mes frères et sœurs, on est la première génération à avoir eu le bac dans notre famille. Pour autant, mon père a très bien réussi. Il a monté une grande entreprise dans le plastique, à l'époque où le plastique était en pleine croissance et où ce n'était pas encore une industrie sale. Et ma mère a aidé son époux en gérant le foyer et la famille. Alors voilà, je suis un petit peu au milieu de ces réflexions-là et je me dis, et moi, qu'est-ce que je vais faire face à cette page blanche? Et mon ancien boss, un autre, m'appelle et me dit, tiens, tu devrais regarder ce qui se passe. Je reviens d'Asie, en Corée et au Japon, il y a une belle tendance avec des campings, des belles tentes. Alors me voilà sur Google, je regarde ça et je tombe sur une photo magnifique avec des belles toiles de tente bien tirées en canevas, blanches, plantées sous des arbres. Et avec cette magie asiatique où la nature est dominante, respectée et pas domestiquée. Et cette toile de tente, cette image dont je me souviens, elle est posée à même le tapis de feuilles naturel de la forêt, avec tout ce détail asiatique. Et là, je me suis dit, waouh, c'est raffiné et c'est hyper nature. Il y a peut-être quelque chose autour de ça. Alors je passe du temps, je fais des allers, des retours, du comment, du pourquoi, mais cette idée-là, elle m'accroche. Je me dis, tiens, il y a un truc là-dedans pour moi. Comment? Je ne sais pas. Et puis, toute cette réflexion aussi, je me dis, moi, tout ce monde de croissance, j'y crois plus. Ce monde boosté où on doit travailler pour rembourser la dette, ça ne me convient pas. Et puis, cette urgence climatique aussi, elle résonne beaucoup en moi. Et c'est pas non plus toujours facile de penser un petit peu à tout ça en se disant, qu'est-ce que je vais faire? Et puis en tournant ça, je dis, je crois que ça y est, je l'ai mon idée. Je veux créer cette expérience avec des magnifiques tentes où on ne va pas dans l'équipement, mais on va vraiment dans l'immersion complète en pleine nature. Donc des tentes très belles, très dénuées. Il n'y a pas de tous ces équipements, c'est pas une caravane derrière sa voiture où on a une petite maison, mais qui soit une vraie prise en main des urbains pour aller repasser du temps en pleine nature. Quelque chose de très beau, très délicat, et en même temps, il y a le côté un peu rustique de la nature quand on se réveille sous une tente. Alors dans cette réflexion-là, je travaille avec Sandrine, une amie d'enfance, et on réfléchit à cet espace, à cette tente. Et ça devient assez visuel, ça devient quelque chose, j'en parle autour de moi, et on me dit, waouh, ça fait envie. Tiens, moi je viendrais bien dans un truc comme ça. Et je me dis, mais il y a un truc quand même, il manque un truc. J'avais deux parts dans mon équation. Elle est où la dimension humaine? Je me dis, elle est où cette dimension humaine qui va faire que je ne suis pas dans de l'insolite et dans un hébergement une nuit ici ou là, mais je suis dans une véritable expérience. Qui est-ce qui est légitime pour accueillir? C'est pas moi j'ai pas cette légitimité-là. C'est les paysans. Et tout refait le lien entre qui je suis et où je veux aller. Et ces paysans, c'est eux qui ont cette culture de la terre, culture de nourrir son prochain, son voisin, et puis qui ont cette culture aussi de transmettre. Je me dis, c'est eux les accueilleurs. Ça va être eux les accueilleurs. Alors cet été, on part avec amis et famille, on part dans l'Aveyron. Donc, terre assez simple, plutôt authentique, très authentique. Et on est dans un gîte rural et on rencontre William. Donc William est fermier, il est de là de génération après génération avec sa famille. Et je parle de mon idée à William. Je dis, voilà, écoute, j'aimerais faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et le lendemain, il vient me chercher, il me dit, tu sais, ton idée, elle me plaît. Elle me plaît, cette idée. Viens, on part en balade, je vais t'emmener, on va aller voir des terrains. Et c'est assez magique pour moi. C'est un feedback fabuleux.
que d'avoir ce retour aussi direct comme ça. Et donc on traverse les rivières, on descend, on remonte, on regarde les terrains. Et pendant cette balade, je me dis que si cette idée-là, elle en est là, et qu'on est en train de regarder des terrains pour peut-être placer des tentes, je me dis qu'elle a du cran et qu'elle peut devenir réalité. Alors voilà, mon projet aujourd'hui, c'est une nouvelle génération, c'est un concept d'agritourisme écologique, durable et raffiné. Je veux le monter pour l'été 2020 en commençant sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je cherche 2 à 3 fermes pour accueillir quelques tentes par ferme pour monter graduellement ce concept. Et je suis assez fière de pouvoir aujourd'hui le rendre aussi officiel en le parlant et en l'exposant ici à vous. Alors je ne sais pas dans cette transition dans laquelle je suis jusqu'où cela va aller. C'est encore beaucoup de questions, mais ce que je sais, c'est que la route est très belle et que ces rencontres que j'ai faites depuis 1 an m'ont nourrie et m'ont rendue beaucoup plus heureuse, apaisée et joyeuse. Vous dites, pourquoi elle nous parle de ça ? C'est sympa, mais... Je vous parle de ça pour que vous aussi, toute votre vie, vous gardiez un œil sur vos déclics, vos messages, tout au long de votre vie, de ce que vous voulez faire. C'est un peu comme une voix intérieure qui vous veut beaucoup de bien et qui va vous guider. Elle sera peut-être pas toujours facile à écouter, mais elle voudra vous donner beaucoup et vous prendre la main. Et avec cette petite voix, effectivement, il faut de la force intérieure pour la mettre en route, cette idée. Et il faut aussi beaucoup de courage. Et mon courage, moi, je sais que je le trouve dans mon entourage au quotidien. Mon mari, mes enfants, ma famille, mes amis et les relations professionnelles que j'ai gardées tout au fur et à mesure de ma vie. Il me renvoie beaucoup d'images de courage en me disant, de toute façon, tu vas y arriver. On croit en toi et on va t'aider. Et ça me nourrit au quotidien aussi. Et aujourd'hui, on a quitté la Suisse alémanique. On a quitté Bâle et on s'est installé dans une petite ville, pas loin d'ici, où la moyenne d'âge est 2 à 3 fois celle de cette salle. Et c'est pas facile tous les jours. C'est aussi une nouvelle aventure. Et pour autant, la tête continue à me gratter. Alors, faut savoir qu'en expression et en communication non verbale, quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui se gratte la tête, ça veut dire qu'il réfléchit et qu'il se pose des questions, mais qu'il n'a pas la réponse. Et moi, au milieu de cette transition, je continue à me gratter la tête parce que je pense que je vais trouver autre chose que des parasites. Mais je ne sais pas encore quoi. Merci.